La deuxième partie, le deuxième chapitre. L'Union européenne amène une convergence économique et sociale. Ça, c'est ce qu'on vous vend. Vous savez, ça fait 30 ans que le Parti socialiste fait campagne à chaque élection européenne pour l'Europe sociale. Non, on va faire l'Europe avec l'instrument pour une protection sociale au niveau européen. On va harmoniser petit à petit, sans jamais vous dire à quel niveau on va harmoniser, mais on va harmoniser. Donc ça, c'est tout ce qu'on vous vend, élection après élection, en vous disant l'harmonisation fiscale, c'est demain. L'harmonisation sociale, c'est demain. Ça, c'est la réalité. Ce graphique représente les salaires minimums des différents pays de l'Union européenne. Donc vous voyez que le plus élevé, c'est le Luxembourg. C'est 1874 € par mois. Et vous voyez que le plus faible, c'est la Roumanie. 157,50 € par mois. Il y a un rapport de 1 à 12. Quand on vous dit on va harmoniser socialement, on harmonise à quel niveau? Vous croyez sincèrement que les Roumains peuvent se permettre de payer leurs travailleurs 1 400 € par mois? Les charges fiscales sur le travail. Vous voyez qu'au niveau des charges fiscales sur le travail, on est à 11,9% par exemple à Chypre, par rapport à 49,5% en Belgique. Encore une fois, où est-ce qu'on harmonise? Le taux d'impôt sur les sociétés, ça c'est très important. On parlait beaucoup, vous savez, de LuxLeaks, où on parle beaucoup d'Amazon et de Google, qui a son siège social en Irlande. Vous allez comprendre pourquoi l'Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés est de 12,5%. Si vous travaillez en France, vous allez envoyer, même si c'est des travailleurs français, vous allez envoyer vos factures depuis l'Irlande. Comme ça, vous mettez tous vos profits en Irlande et vous êtes taxé à 12,5%. Pas à 33,3% comme en France. Donc cette harmonisation fiscale, encore une fois, on le voit, vous harmonisez à quel niveau? L'Irlande et le Luxembourg, ils vivent de ça. Vous croyez sincèrement que du jour au lendemain, ils vont dire « moi je veux faire l'Europe et je vais monter mon taux d'imposition sur les sociétés au même niveau que la France ?» La réalité des travailleurs détachés, ça c'est un exemple, parce que vous savez que la règle des travailleurs détachés, théoriquement, c'est que vous payez avec le SMIC du pays dans lequel vous êtes. Typiquement, si vous êtes en France, vous devez payer les 1 430 € qu'on a vu tout à l'heure, mais vous appliquez en revanche les charges sociales du pays d'origine. En France, on vous dit c'est un scandale, regardez les travailleurs détachés, c'est un problème, vous avez mal compris, on va harmoniser ça au niveau européen. Mais la réalité, quand vous allez à Bruxelles, ça c'est le commissaire à l'époque hongrois, Laszlo Andor, commissaire chargé de l'emploi. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit à Bruxelles? Mais ce texte est justement fait pour proposer des salariés bon marché. Donc il y a encore le double discours. À chaque fois, on vous dit en France, les travailleurs détachés, c'est un scandale, on va remédier à ça. Tous les députés européens disent non, c'est pas normal, c'est que c'est mal compris. Et à Bruxelles, le commissaire, il dit ça. Sauf que c'est le commissaire qui a le pouvoir en plus. Encore une fois, à Bruxelles, c'est intéressant, c'est qu'on a les aveux quand on a les commissaires. Les commissaires de la politique régionale de 2005 nous dit au contraire, contrairement à ce que nous disent les politiques en France, ce que nous devons faire au contraire, c'est faciliter les délocalisations au sein de l'Europe. Et enfin, meilleur porte-parole pour nous, M. Juncker, il ne peut y avoir de choix démocratique contre le traité européen. C'est vrai que la marge de manœuvre, dans ces cas-là, est immense. Le 4e chapitre et le dernier de cette première partie, l'Union européenne qui nous protège des marchés concurrents et du reste du monde. C'est l'idée de l'Europe qui fait le poids, vous savez, on vous dit ensemble on est plus fort. C'est l'argument complètement bateau et complètement bidon. L'union fait la force. Mais l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Chacun tire de son côté, il n'y a pas beaucoup de force. Sauf que quand vous lisez les traités, on nous dit toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi cet article? C'est le feu vert complet aux délocalisations. Ça veut dire que vous pouvez virer n'importe quelle somme d'argent dans un pays tiers. C'est-à-dire que votre usine PSA, qui était par exemple, on l'a vu, à Aulnay, vous pouvez la virer en Slovaquie sans en référer à personne et personne n'a rien à dire parce que vous n'avez pas ce contrôle des mouvements de capitaux. Intéressant de cette citation, c'est le frère de Sarkozy, Guillaume Sarkozy. C'est quand même assez énorme ce qu'il va nous dire. Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise, assez de faux semblants, la perte d'emploi, la déstabilisation industrielle, c'est normal, c'est l'évolution.
J'aimerais bien qu'il assume ses propos avec son frère qui est revenu en politique et qui nous tienne le même discours, hein, que Nicolas Sarkozy aille dans les Vosges et qu'il tienne ce discours, ça serait intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais d'euthanasie des routiers. On peut parler vraiment d'euthanasie de l'industrie en France. C'est tiré du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Toll, Le mystère français, de 2013. Ça, c'est l'industrie française en 1968. Donc vous voyez la carte, la densité, grosso modo, plus c'est foncé, plus c'est proche du marron, c'est-à-dire que plus il y a de production industrielle dans le pays. Ça, c'est 1968, ça, c'est 2008. C'est vraiment un désert industriel français. Ça me parle particulièrement parce que moi, par exemple, je viens de la Nièvre. Vous voyez que c'était un département qui était quand même relativement industriel. La Nièvre en 1968, la Nièvre en 2008. Le désert. Et c'est particulièrement important, pourquoi? Donc d'une part parce que l'industrie, c'est comme au niveau d'une économie globale d'un pays, c'est le secteur qui fait le plus de gains de productivité. Donc qui dit plus de gains de productivité, dit potentiellement le plus de hausse de salaire, parce qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment dans des métiers, par exemple de services ou autres, des salaires où il y a très peu de gains de productivité. Donc c'est important d'un point de vue salarial, mais c'est surtout important d'un point de vue de l'emploi, parce qu'il faut savoir que statistiquement, pour un emploi industriel, il y a au minimum 2 à 3 emplois de services annexes qui sont liés à cet emploi industriel. Le mythe de l'économie de service qu'on nous a vendu sur le modèle anglais dans les années 80, c'est un mythe parce que tout service repose in fine sur l'industrie ou sur quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une économie que de services. Et les vraies richesses in fine, ce qui découle, ce qui amène des services derrière, évidemment, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. La 8e partie, qui est sans doute la partie la plus intéressante techniquement sur l'euro, elle s'appelle « Les peurs d'une conséquence d'une sortie de l'euro ». On va balayer 3 grands mythes que vous allez retrouver parmi les européistes sur la sortie de l'euro. Il y a un effet dont on ne vous parle jamais en vous disant « Regardez, votre pouvoir d'achat va baisser, si votre monnaie se déprécie de 30%, vous avez 30% de perte de pouvoir d'achat. Les prix vont augmenter de 30%. Sous-entendu, tout ce que vous importez, c'est à 30% plus cher. Au-delà que dans un système concurrentiel, etc., tout ce que vous importez, d'ailleurs on a bien vu quand l'euro baisse, les prix dans les supermarchés n'augmentent pas forcément parce qu'il y a un effet de concurrence qui fait qu'in fine, ils préfèrent baisser leurs marges pour garder les marchés que d'augmenter les prix pour répercuter la hausse du coût de l'importation. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a forcément un effet de substitution qui va se faire. Parce que typiquement, là on voit l'exemple des voitures de Hyundai et de Peugeot. Mais donc Hyundai produit cette voiture 10 000 $ et Peugeot la produisait 10 500 $. Alors les gens qui font attention à leurs moyens, forcément, ils vont acheter la Hyundai qui était à 10 000 $, parce que c'est moins cher. Maintenant, vous avez votre monnaie qui va se déprécier de 30% par rapport au dollar. La Hyundai, elle va passer à 13 000 $. La Peugeot, elle va toujours être à 10 500 $. La personne qui voulait faire attention, elle va acheter la Peugeot, elle va pas acheter la Hyundai. C'est d'ailleurs l'effet recherché par une dépréciation, c'est de favoriser la production nationale. Donc in fine, la perte de pouvoir d'achat et la hausse des prix, elle va pas être de 30%, elle va être de 5%, parce que les gens vont acheter la Peugeot. Donc encore une fois, cette idée de je déprécie de 30%, ça va être 30% de hausse, c'est complètement bidon. Il y a l'effet concurrentiel, il y a l'effet évidemment de substitution, c'est l'effet recherché qu'on substitue, qu'on remplace les produits étrangers par des produits français qui seront devenus relativement moins chers, ils n'étaient pas forcément plus chers des 30%. Donc c'est entièrement faux. Il y a également beaucoup d'économistes très sérieux qui vont dans ce sens-là, qui disent que l'euro de toute façon ne peut pas marcher et que la meilleure solution, c'est de sortir de l'euro. Notamment Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, dit exactement ça, il dit qu'une sortie de l'euro serait douloureuse, mais rester dans la zone euro sera encore plus douloureux. Oui, parce qu'évidemment, on vous dit ça va vous coûter une fortune si vous sortez de l'euro, mais on ne parle jamais du coût du maintien dans la zone euro. Le coût en termes de chômeurs, le coût en termes de croissance faible, ça on ne vous en parle jamais. Il y aurait soi-disant des coûts si on sort, mais les coûts du maintien, c'est silence radio. Même chose pour un autre prix Nobel d'économie, Christopher Smith, qui dit « Si je devais conseiller la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, je leur dirais de préparer des plans d'urgence pour quitter l'euro. Rien ne sert de rester dans la zone euro si lorsque vous faites face à un choc, ce dernier s'aggrave. »
Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les débats télé sur l'euro d'ailleurs, on voit tout le temps qu'une petite dizaine d'économistes qui n'ont pas du tout le niveau, qui ne sont pas des prix Nobel, et si vous regardez leur pédigré, ils travaillent quasiment tous dans des banques. C'est intéressant parce qu'on vous dit, c'est intéressant de savoir qui paye et qui finance les personnes. Vous ne trouverez pas un économiste sérieux qui dit que la zone euro peut fonctionner. Une zone monétaire, dans toute l'histoire, toutes les zones monétaires plurinationales ont toujours explosé. Parce que pour qu'une zone monétaire fonctionne, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité qui fait justement qu'effectivement les zones les plus compétitives financent les zones les moins compétitives. C'est le cas en France par exemple. En France, Paris va financer effectivement, peut financer la Bretagne, va financer la Bourgogne, va financer la Corse, les régions qui sont moins compétitives que la région parisienne. Mais c'est possible et il n'y a personne qui se plaint parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance nationale. C'est pas du tout le cas quand vous voyez la réaction des Allemands qui ne veulent plus donner 1 euro pour la Grèce, par exemple. On voit très bien que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Pas de peuple européen, ça veut aussi dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie européenne si on réfléchit un peu. J'aime finir à chaque fois cette conférence par une citation de Maurice Allais sur le libre-échange qui me paraît assez pertinente au regard de ce que je vous ai expliqué auparavant, qui est très intéressante. Maurice Allais dit « Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations, aux importations en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas. Mais c'est oublier que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et payent des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter des produits meilleurs marché. Mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir le coût social du chômage et de la politique de l'emploi. C'est oublier également que les consommateurs sont aussi des citoyens habitant dans les agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi. Ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car les groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches, alors que les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres.